Flaubert. Trois contes. La légende de Saint Julien l'Hospitalier. Chapitre 3. Il s'en alla mendiant sa vie par le monde. Il tendait sa main aux cavaliers sur les routes. Avec des génuflexions s'approchait des moissonneurs, ou restait immobile devant la barrière des cours, et son visage était si triste que jamais on ne lui refusait l'aumône. Par esprit d'humilité, il racontait son histoire. Alors tous s'enfuyaient en faisant des signes de croix. Dans les villages où il avait déjà passé, sitôt qu'il était reconnu, on fermait les portes, on lui criait des menaces, on lui jetait des pierres. Les plus charitables posaient une écuelle sur le bord de leur fenêtre, puis fermaient l'auvent pour ne pas l'apercevoir. Repoussé de partout, il évita les hommes. Et il se nourrit de racines, de plantes, de fruits perdus et de coquillages qu'il cherchait le long des grèves. Quelquefois, au tournant d'une côte, il voyait sous ses yeux une confusion de toits pressés avec des flèches de pierre, des ponts, des tours, des rues noires s'entrecroisant et d'où montait jusqu'à lui un bourdonnement continuel. Le besoin de se mêler à l'existence des autres le faisait descendre dans la ville. Mais l'air bestial des figures, le tapage des métiers, l'indifférence des propos glaçaient son cœur. Les jours de fête, quand le bourdon des cathédrales mettait en joie dès l'aurore le peuple entier, il regardait les habitants sortir de leurs maisons, puis les danses sur les places, les fontaines de cervoise dans les carrefours, les tentures de Damas devant le logis des princes, et le soir venu, par le vitrage des rez-de-chaussée, les longues tables de famille où des aïeux tenaient des petits-enfants sur leurs genoux, des sanglots l'étouffaient, et il s'en retournait vers la campagne. Il contemplait avec des élancements d'amour les poulains dans les herbages, les oiseaux dans leurs nids, les insectes sur les fleurs. Tous, à son approche, couraient plus loin, se cachaient effarés, s'envolaient bien vite. Il rechercha les solitudes, mais le vent importait à son oreille comme des râles d'agonie. Les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient d'autres gouttes d'un poids plus lourd. Le soleil, tous les soirs, étalait du sang dans les nuages, et chaque nuit, en rêve, son parricide recommençait. Il se fit un cilice avec des pointes de fer, et il monta sur les deux genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet, mais l'impitoyable pensée obscurcissait la splendeur des tabernacles, le torturait à travers les macérations de la pénitence. Il ne se révoltait pas contre Dieu qui lui avait infligé cette action, et pourtant se désespérait de l'avoir pu commettre. Sa propre personne lui faisait tellement horreur qu'espérant s'en délivrer, il l'aventura dans des périls. Il sauva des paralytiques des incendies, des enfants du fond des gouffres. L'abîme le rejetait, les flammes l'épargnaient. Le temps n'apaisa pas sa souffrance, elle devenait intolérable. Il résolut de mourir. Et un jour qu'il se trouvait au bord d'une fontaine, comme il se penchait dessus pour juger de la profondeur de l'eau, il vit paraître en face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche et d'un aspect si lamentable qu'il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L'autre aussi pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément une figure ressemblant à celle-là. Il poussa un cri. C'était son père. Et il ne pensa plus à se tuer. Ainsi, portant le poids de son souvenir, il parcourut beaucoup de pays, et il arriva près d'un fleuve dont la traversée était dangereuse à cause de sa violence, et parce qu'il y avait sur les rives une grande étendue de vases. Personne depuis longtemps n'osait plus le passer. Une vieille barque, enfouie à l'arrière, dressait sa proue dans les roseaux. Julien, en l'examinant, découvrit une paire d'avirons, et l'idée lui vint d'employer son existence au service des autres. Il commença par établir sur la berge une manière de chaussée qui permettrait de descendre jusqu'au chenal, et il se brisait les ongles à remuer les pierres énormes, les appuyait contre son ventre pour les transporter, glissait dans la vase et enfonçait, manqua périr plusieurs fois. Ensuite il répara le bateau avec des épaves de navires, et il se fit une cahute avec de la terre glaise et des troncs d'arbres. Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l'appelaient de l'autre bord en agitant des drapeaux.
Julien bien vite sautait dans sa barque. Elle était très lourde, et on la surchargeait par toutes sortes de bagages et de fardeaux, sans compter les bêtes de somme qui, ruant de peur, augmentaient l'encombrement. Il ne demandait rien pour sa peine. Quelques-uns lui donnaient des restes de victuailles qu'ils tiraient de leur bissac, ou des habits trop usés dont il ne voulait plus. Des brutaux vociféraient des blasphèmes. Julien les reprenait avec douceur, et il ripostait par des injures. Il se contentait de les bénir. Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et 3 coupes d'argile. Voilà tout ce qu'était son mobilier. 2 trous dans la muraille servaient de fenêtres. D'un côté s'étendaient à perte de vue des plaines stériles ayant sur leur surface de pâles étangs çà et là, et le grand fleuve devant lui roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture. Puis un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillon. Elle entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c'étaient des nuages de moustiques, dont la susurration et les piqûres ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite survenaient d'atroces gelées qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre et inspiraient un besoin fou de manger de la viande. Des mois s'écoulaient sans que Julien vît personne. Souvent il fermait les yeux, tâchant par la mémoire de revenir dans sa jeunesse, et la cour d'un château apparaissait avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes, et sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grands hennin. Tout à coup, les 2 cadavres étaient là. Il se jetait à plat ventre sur son lit et répétait en pleurant: « Oh, pauvre père, pauvre mère, pauvre mère !» et tombait dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient. Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le mugissement des flots. Mais la voix reprit: « Julien !» Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire vu la largeur du fleuve. Une 3e fois on appela: « Julien !» Et cette voix haute avait l'intonation d'une cloche d'église. Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes, et çà et là déchirées par la blancheur des vagues qui bondissaient. Après une minute d'hésitation, Julien dénoua l'amarre. L'eau, tout de suite, devint tranquille. La barque glissa dessus et toucha l'autre berge où un homme attendait. Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre et les 2 yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le recouvrait. Cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi. Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids. Une secousse la remonta, et Julien se mit à ramer. À chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que de l'encre, courait avec furie des 2 côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait, ballottée par le vent. Julien penchait son corps, dépliait les bras, et s'arc-boutant des pieds, se renversait avec une torsion de la taille pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait. Il s'arrêta. Alors le bateau fut emporté à la dérive. Mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons, et le claquement des tolets coupait la clameur de la tempête. La petite lanterne brûlait devant lui. Des oiseaux, en voletant, la cachaient par intervalles. Mais toujours, il apercevait les prunelles du lépreux qui se tenait debout à l'arrière, immobile comme une colonne. Et cela dura longtemps, très longtemps. Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte, et il le vit siégeant sur l'escabeau. L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombé jusqu'à ses hanches, et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front.
tel qu'un squelette, il avait un trou à la place du nez, et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse comme du brouillard et nauséabonde. « J'ai faim !» dit-il. Julien lui donna ce qu'il possédait, un vieux quartier de lard et les croûtes d'un pain noir. Quand il les eut dévorés, la table, l'écuelle et le manche du couteau portaient les mêmes taches que l'on voyait sur son corps. Ensuite il dit « J'ai soif !» Julien alla chercher sa cruche, et comme il la prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C'était du vin, quelle trouvaille! Mais le lépreux avança le bras et d'un trait vida toute la cruche. Puis il dit « J'ai froid !» Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane. Le lépreux vint s'y chauffer, et accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres, s'affaiblissait. Ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient, et d'une voix presque éteinte, il murmura « Ton lit !» Julien l'aida doucement à s'y traîner, et même étendit sur lui, pour le couvrir, la toile de son bateau. Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents. Un râle accéléré lui secouait la poitrine, et son ventre, à chacune de ses aspirations, se creusait jusqu'aux vertèbres. Puis il ferma les paupières. « C'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. » Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes, près de lui, côte à côte. Le lépreux tourna la tête. « Déshabille-toi pour que j'aie la chaleur de ton corps. » Julien ôta ses vêtements, puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit, et il sentait contre sa cuisse la peau du lépreux, plus froide qu'un serpent et rude comme une lime. Il tâchait de l'encourager, et l'autre répondait en haletant « Oh, je vais mourir. Rapproche-toi, réchauffe-moi. Pas avec les mains, non, toute ta personne. » Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Alors le lépreux l'étreignit, et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoile, ses cheveux s'allongèrent comme les raies du soleil. Le souffle de ses narines avait la douceur des roses. Un nuage d'encens s'éleva du foyer, les flots chantaient. Cependant, une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans l'âme de Julien pâmé, et celui dont les bras le serraient toujours grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait, et Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec notre Seigneur Jésus qui l'emportait dans le ciel. Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église dans mon pays.